Salam alaikum wa rahmatullah. Merci, cher ami, pour la présentation. Je travaille à l'hôpital militaire de Meknes et j'enseigne à la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire actuellement à Fès. Et voilà, donc ces deux villes, ils sont très rapprochées et ça m'a donné l'opportunité de connaître les médecins, aussi bien les médecins de Meknes que de Fès. Et je m'entends très bien avec les deux, voilà, avec les deux villes, avec les deux médecins. Je tiens à remercier l'association l'AMG 11 de m'avoir invité à parler de ces thématiques qui se rapprochent beaucoup plus de la psychiatrie que de l'endocrinologie. J'ai accepté le défi pour essayer de voir ensemble avec vous qu'est-ce qu'on aura comme association quand le diabète va être associé au problème d'abus de substances. Et je remercie la présence de m'avoir choisi en ce qui concerne l'atelier, parce qu'il y a deux ateliers en même temps. Donc, je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec la présentation, quoique c'est une thématique qui est financée par le laboratoire Pharma 5, sans pour autant qu'il ait des produits en relation avec la thématique. Donc, pour aborder la question, j'ai choisi à articuler notre discussion selon le plan suivant. On va essayer de voir d'abord ensemble en introduction et surtout avant de plonger sur les spécificités de l'association, on va surtout avoir des définitions et des statistiques à l'échelle internationale et nationale. Et après, on verra, est-ce que la consommation de ces substances, est-ce qu'elle va avoir une fréquence plus élevée chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques? Ça, c'est la première question. Et puis après, on verra, est-ce que ça influence le fait d'être consommateur? Est-ce que ça influence la maladie diabétique, aussi bien sur son équilibre, sur ses complications ou son vécu journalier? Et c'est là où vous aurez le risque particulier en cas de diabète associé à ce trouble psychologique. Et après, on va voir ensemble que le principe du traitement, parce que je vois que le traitement de cette pathologie relève des addictologues, ceux qui sont formés en addictologie, et des psychiatres. Donc, on va commencer, comme j'ai dit, par les définitions. Et pour définir, avant d'arriver à notre thématique qui est l'abus de substance, on va d'abord définir des mots qui sont en relation avec la thématique. En commençant par la drogue. Quand vous entendez drogue, c'est à peu près drogue, stupéfiant. Ça se rapproche de ces substances illicites. La différence, c'est qu'ils ont une connotation négative. Ça veut dire à ne jamais utiliser face aux patients. On ne parle pas de drogue parce que ça a une connotation négative. Donc c'est pour le langage courant et pas dans le langage médical ou le langage entre médecins et patients. Et après, vous avez dans la classification ce qui apparaît dans plusieurs écrits anciens. Surtout faire la différence entre une drogue douce et une drogue dure. Et la différence, c'est une définition ou une différence pragmatique, c'est que vous aurez une tendance à avoir cette douceur en fonction du potentiel addictif faible et en fonction aussi du risque. Parce que quand je vous dis par exemple cocaïne, vous allez dire c'est plutôt dur parce que le risque n'est pas réduit et le potentiel addictif est fort. Mais quand je vais dire tabac, vous allez dire un risque réduit. C'est pour ça que on a tendance à l'appeler douce, mais avec un potentiel addictif qui est fort. Malgré le potentiel addictif fort, on l'appelle douce, on lui donne cette douceur vu ce risque par rapport à la santé qui est réduit, alors que c'est plutôt une définition qui est un peu biaisée. C'est pour ça qu'on n'aura pas cette définition,
plutôt on a rassemblé toutes les substances ensemble. Après, la définition vient avant de parler d'abus de substance, on va définir quelle est une consommation de substance. Et consommation de substance, ça veut dire que vous allez consommer une substance qui risque d'avoir des effets sur votre santé. C'est ça l'appellation de substance. Elle va induire des changements physiologiques, des changements psychologiques et ou comportementaux qui vont la classer dans cette classification de substance. Et après, quand je vais dire abus de substance, cela veut dire qu'il existe un trouble de comportement qui va être dans l'excès. Ça veut dire vous avez une consommation excessive de substances qui va apporter les changements qu'apporte une substance que on vient de le dire, des changements psychologiques et ou comportementaux. Donc finalement, il y a une barrière entre usage normal et usage pathologique de ces substances. Et ça définit la norme de non-utilisation. Vous êtes dans le normal. On peut se situer avant d'arriver au trouble d'usage de substances. C'est ça en fait l'excès. L'excès, c'est un trouble d'usage de substances, mais avant d'y arriver, vous passez par usage à risque. Et quelle est la différence entre un usage à risque et des troubles d'usage de substances? C'est que l'usage à risque, vous pouvez avoir un risque alors que vous venez de faire votre première dose. Ça veut dire je prends 4 verres d'alcool et je fais un accident. Ça, je suis dans l'usage à risque. Mais je n'ai pas un trouble de comportement. Mais quand vous buvez aujourd'hui, demain, après-demain, et vous avez une consommation excessive et régulière, vous êtes dans le trouble d'usage de substances. C'était juste une question d'éclaircir les choses. Et pour définir, selon les normes en psychiatrie, les troubles d'usage de substances, il existe en fait 11 items qui sont regroupés dans 4 tiroirs. D'abord, une réduction du contrôle, une altération du fonctionnement social. Ça veut dire soit vous allez vous retirer de vos tâches, ça veut dire quand la substance a un impact sur votre travail, sur votre relation avec votre famille, ça donne une altération du fonctionnement social. Soit vous avez une consommation risquée, et quand je dis risquée, ça veut dire que vous commencez à avoir des troubles de comportement, des manifestations, par exemple une somnolence, une agressivité, ça rentre dans le cadre de troubles d'usage. Et à la fin, vous avez des critères pharmacologiques, ça veut dire des critères plutôt de sevrage. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à arrêter cet usage de cette substance et vous sentez quand même cette impulsion qui vous ramène à renouveler l'expérience à chaque fois. Et à travers de ces 11 items que vous allez définir de ces 4 chapitres, vous allez avoir des niveaux de sévérité différents de ces troubles d'usage de substances. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça veut dire en moins de 3, vous êtes en légère. Entre 4 et 5 items, vous êtes en moyenne. Et au-delà de 6, vous êtes dans une atteinte sévère. Donc, c'est clair que on a bien défini qu'une substance d'abus va être une substance qui va entraîner, qui va être consommée de manière excessive et qui va entraîner des changements dans la vie, du comportement, du corps et de la physiologie du patient. Mais c'est quoi une substance? La classification de DSM dans sa 5e vague a identifié les définitions comme ça. Les substances d'abus sont d'abord, je vais prendre le marqueur, l'alcool en premier. C'est difficile. Ça a donné. Donc l'alcool, et j'aurais besoin de micro parce que je vais être quand même dans un angle fermé. Donc l'alcool, après la caféine. Voilà, magnifique. Merci. Donc vous avez l'alcool,
La caféine aussi est considérée comme une substance d'abus, vu les effets qu'elle donne. Vous aurez toujours besoin. Et vous avez ici le cannabis, la fameuse plante. Alors, pourquoi ça a bougé? Je peux revenir comme ça. Voilà. Les substances hallucinogènes, les solvants et les volatiles, silicium, les opioïdes, les substances qu'on utilise comme somnifères, les anxiolytiques qui ont été classés ici, les stimulants, en tête de file vous avez la cocaïne, et après vous avez aussi le tabac. Donc c'est 10 classes ou 11 classes de substances qui sont considérées comme des substances d'abus. Et quand on dit substance, on doit être en mesure d'identifier quel est son impact sur la dépendance. Et la dépendance dépend de quoi? Est-ce qu'elle dépend de l'effet de la molécule seulement? Fréquence d'utilisation? Oui. Mais moi, je vais dire, est-ce que je vais être dépendant au tabac ou à la cocaïne? Ça dépend de l'effet du tabac ou de la cocaïne? Ou ça dépend de ma fréquence? Alors, en fait, c'est les deux. Alors, en fait, il y a deux paramètres. Il y a l'effet de la molécule et il y a la connotation sociale de la molécule. Ça veut dire, le tabac est très accepté. Tu peux fumer devant ta famille, tu peux fumer devant tes enfants, donc c'est très moche, tu peux le faire. Mais prendre de la cocaïne devant tes enfants, tu vas toujours l'éviter. Tu peux pas prendre, tu peux fumer, hein, il y a des médecins qui fument à l'hôpital. Tu peux fumer dans ton travail, mais tu peux pas prendre de la cocaïne dans ton travail. Donc là, il y a deux choses. À chaque fois que vous avez une banalisation, vous aurez un risque élevé de dépendance. C'est pour ça que le tabac est au premier, parce qu'il est accepté. Et l'alcool, à l'étranger, il est aussi accepté. Donc il est en quatrième place. Et en quatrième place, il est plus ou moins accepté. Quoique, il n'est pas accepté pour les adolescents, mais il est accepté chez les adultes. Nous, peut-être que le seul problème sur le plan social qu'on a, c'est surtout avec le tabac, on le banalise, mais avec l'alcool, quand même, on a une certaine refuge par rapport à l'alcool et par rapport aux autres substances, c'est plus grave. Et on a tendance aussi, il faut le dire, que ici, le pouvoir addictogène du cannabis est faible, 9%, mais on a tendance à le banaliser dans notre société. Et j'aurais tendance à dire qu'au Maroc, la dépendance va être plus avec le cannabis. Donc, tout au long de ma présentation, vous allez avoir des questions. Est-ce que c'est un problème fréquent? Abus de substances au Maroc? Oui, problème fréquent. Alors, en France, un pays qui est très proche de nous sur le plan géographique et maintenant aussi sur le plan politique. Et donc, ils ont classé en fonction des troubles, et on trouve le tabac et l'alcool en premier, qui sont suivis du cannabis. Et aussi, il faut dire que les jeux d'argent et de hasard, qui sont considérés aussi comme des troubles d'addiction, et vous aurez aussi ces substances qui vont être très fréquemment rencontrées dans la pratique de ces... quand vous pratiquez de l'addictologie, vous allez avoir beaucoup de patients dans ce sens. Au Maroc, la consommation d'alcool dans l'étude STEPS. L'étude STEPS réalisée en 2017, c'est elle qui nous a dit que le diabète est à 10,6% de la population. Et on a vu que la consommation d'alcool, pas par mesure de l'alcoolémie, entre parenthèses, ça veut dire élément indirect, sur la consommation de ces derniers 30 jours. Et on a eu 1,7% des consommateurs, sexe féminin et masculin inclus, et on avait une tendance à avoir 0, pour les femmes et 4% pour les hommes. Le tabac, c'est le premier. Le tabac dans l'étude STEPS, 11,7%, ça veut dire plus fréquent que le diabète. Donc si on veut compter au Maroc, on va compter 3 millions de tabagiques chroniques au Maroc.
les autres substances, et ici le centre antipoison, à travers l'intoxication. L'intoxication, ça veut dire faire un trouble de comportement aigu, ou faire une manifestation neurologique aiguë, trouble de conscience, accident. Il y en a qui chez les urgences, et puis ils font le prélèvement, le centre antipoison, pour qu'ils nous renseignent sur le type de toxine que vous avez. Et on remarque que d'après leur série, c'est que l'intoxication aux substances illicites a tendance à augmenter à partir des années 90 pour être au maximum aujourd'hui, et elle n'a pas tendance à diminuer. Elle est actuellement en plateau. Une tranche d'âge qui est fortement concernée. Et là aussi, quand je parle de cette tranche d'âge, c'est la tranche d'âge qui va être diabétique de type 1. Ça veut dire 15-17 ans. C'est une tranche d'âge qui est franchement fortement intéressée. C'est pour ça qu'une très belle étude a été réalisée en 2013 par l'équipe de Rabat du CHU Ibn Sina pour essayer de voir quelle est la fréquence de l'abus de substances dans cette tranche. Et on trouve que l'usage d'alcool concerne 7% des adolescents entre 15 et 17 ans. Usage d'alcool. Usage de cannabis, hashish, plutôt que le cannabis, parce qu'il peut être mélangé à beaucoup de substances, et on va dire plutôt hashish que cannabis, parce que le cannabis c'est trop cher. Je crois qu'au Maroc, on n'a pas vraiment du cannabis, mais beaucoup plus un mélange. Et vous avez 9%, ça veut dire qu'il est au premier, il dépasse l'alcool dans cette tranche d'âge. Et les substances plus graves, je me disais que le cocaïne, c'était en 2013, et c'était 1%. Ça veut dire 1 ou 2 enfants sur 100 vont avoir une consommation de cocaïne entre 15 et 17 ans. Ils ne sont pas adultes. Ils n'ont pas d'autonomie matérielle. D'accord ? Et la consommation de crack, qui est un métabolite de la cocaïne, qui est apparemment plus fort que la cocaïne, elle aussi, elle était comme la cocaïne, 1,4%. Et vous voyez que pour le crack, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux sexes. Ça veut dire même les filles, ils sont tentés à la prendre. Donc, si on veut résumer la chose, c'est un problème qui est fréquent. Et surtout dans cette tranche d'âge, entre 15 et 17 ans, c'est ce que je voulais dire à travers cette première question. La deuxième question, est-ce un problème grave? C'est grave? C'est grave. La gravité est mesurée par quoi? Par l'économie? L'économie de santé? La gravité est... Oui, ils ne sont pas mesurés. Même à l'échelle universelle, je ne parle pas du Maroc. Ils ne sont pas mesurés. Ce qui est mesuré, c'est la mortalité. On a plus de mortalité liée directement à l'usage de ces substances. Et vous avez le tabac en premier. Des personnes qui meurent à cause du tabac directement. Ça veut dire par des équations statistiques, vous faites ressortir le tabac comme cause de mortalité. Et là, vous avez 75 000 de patients qui décèdent, qui ont décédé en 2015 à cause du tabac. 41 000 à cause de l'alcool. Ça veut dire que vous avez buvé, peut-être qu'un AVP, mais AVP cause directe, cause indirecte, alcool. Des décès liés à l'usage de substances illicites, à savoir la cocaïne et autres, des otalgiques opioïdes, c'est entre 500 et beaucoup plus faible sur le plan médical, l'utilisation des opioïdes, 141. Donc vous aurez des décès qui vont être rapportés directement, ce qui soulève une question d'alarme. Ça veut dire on est en train aujourd'hui de traiter un problème qui est grave par l'intermédiaire de la surmortalité qu'il va engendrer. Avec le diabétique, on ne sait pas. Maintenant, la question qu'on va se poser, s'il vous plaît, la question qu'on va se poser, est-ce que les diabétiques vont être des consommateurs plus que les non-diabétiques? Hein? Qui consomment octa? La même chose. Peut-être moins. En ce qui concerne le tabac, c'est dans cette belle étude américaine qui a tenté de répondre à la question et voir la consommation entre 2001 et 2010. Et on va comparer deux bras.
les personnes qui fument et les personnes qui ne fument pas. Tout en ayant, merci beaucoup, tout en ayant derrière la tête une chose, c'est que le fumeur risque d'avoir un diabète 30 à 40% plus que le sujet normal, non diabétique. C'est pour ça qu'on va dire, déjà à partir du tabac, on va dire que peut-être les diabétiques vont être plus des fumeurs que des non-fumeurs, puisque le tabac engendre un diabète. Donc, résultat, il y avait moins de fumeurs dans la population diabétique, et c'était significatif, 15% contre 17% chez les patients non-fumeurs, et avec un résultat qui ne dépasse pas le 1, ça veut dire que c'était significatif. Toujours pour vous rapporter des résultats au Maroc, j'ai eu vraiment un grand plaisir de mener une étude dans mon centre qui a étudié les facteurs de risque cardiovasculaire dans la population diabétique sur 180 patients. Et à partir de cette étude, on a eu de très beaux résultats. Et surtout, la première réponse qu'on a eue, c'est que nos patients ne sont à l'objectif cardiovasculaire que dans un pourcentage de 7 à 9%. C'est comme si on ne travaille pas. Et revenons à notre question, on a eu sur une population militaire, ça veut dire des retraités beaucoup plus, 80% ou 90% de retraités militaires, mais où on avait le tabac à 8%. Bien évidemment, ce n'est pas sur le prélèvement sanguin, mais sur l'interrogatoire. Et par rapport aux statistiques marocaines, il y avait 11,7%. Ce qui est biaisé, c'est que la moyenne d'âge dans l'étude marocaine STEPS, c'était les quarantaines. Notre moyenne d'âge était 60 ans. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer les deux. Mais on peut dire qu'on a trouvé moins de fumeurs dans notre série par rapport à la série marocaine. Ça veut dire les diabétiques, parce que dans cette série, ils n'ont pas précisé est-ce que les diabétiques fument plus. Et on peut dire que les diabétiques fument moins que les non-diabétiques. Pourquoi? Peut-être que parce qu'ils ont cette culpabilité d'avoir le corps fragile et ils ont tendance à réduire, et sans oublier qu'ils ont un suivi médical. Et à chaque suivi, vous allez entendre le médecin dire il faut arrêter. Et cette notion que j'aimerais très bien partager avec vous, c'est que le tabac est un véritable facteur de risque de diabète. Ça veut dire, quand vous trouvez quelqu'un qui a plus de 35 ans et qui est tabagique, ayez le réflexe de tester ses glycémies, parce que c'est un sujet qui a plus de risque d'avoir un diabète. Maintenant, qu'en est-il d'alcool? Est-ce que les diabétiques consomment plus d'alcool? Cette étude qui a essayé d'étudier les désordres mentaux dans l'addiction à l'alcool, elle a essayé de voir est-ce qu'il y a une différence entre diabétique et non diabétique. La réponse était pas de différence. Et comme vous voyez là, par exemple, aux USA, il y avait plus d'alcooliques ou de troubles d'addiction à l'alcool dans le bras non diabétique, mais sans pour autant qu'il soit significatif. Le résultat de l'étude était clair. Il n'y a pas de différence entre diabète et non-diabète en ce qui concerne la consommation d'alcool. Et je vous rapporte ce qui se passe au Maroc en ce qui concerne la consommation d'alcool. On vient de le voir. Mais malheureusement, on n'a pas de résultats chez le patient diabétique. Alors que l'étude avait inclus des diabétiques, mais je n'ai pas les résultats pour pouvoir tirer des conclusions ou pour pouvoir faire des études statistiques. Mais normalement, le diabète a été recherché. C'était facile d'avoir ce résultat, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Parce que c'était question de contacter le ministère, parce que c'est une étude qui a été financée par le ministère de la Santé. En ce qui concerne maintenant, on a parlé pour l'alcool, tabac, maintenant les substances illicites. Est-ce qu'il y a une surconsommation de substances illicites? Ça veut dire neuroleptiques, cocaïne et autres, des diabétiques par rapport aux non-diabétiques. La réponse est oui, parce que à cause de la neuropathie diabétique, vous aurez une surconsommation d'opioïdes, par exemple, et même des substances illicites. Et il y avait aussi dans cet article, ils ont parlé de ce syndrome dépressif de la maladie chronique. Il y a un syndrome dépressif qui amène les gens à rechercher une substance qui va calmer leur douleur d'une part, et il va améliorer leur statut dépressif,
mais de manière illégale. Ça veut dire qu'ils ne consultent pas le médecin pour ça. Et on a trouvé, c'est vrai que les études sont vraiment très rares en ce qui concerne cette question, mais dans cette étude de la North Carolina, on a eu deux fois plus de consommation de substances illicites chez les personnes diabétiques par rapport aux non-diabétiques. Et je rends hommage au CHU de Casa. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont étudié la médecine à Casa ici? Voilà. Donc, voilà. Alors, une étude qui a été réalisée au service d'endocrinologie à Casa, et je la trouve avec des résultats trop moches. Vous voyez, ils ont pris 212 patients diabétiques de type 1 qui ont analysé avec une moyenne d'âge de 31 ans, pas carrément les adolescents, mais on a pris une moyenne d'âge quand même, 31 ans, avec un âge moyen de diabète de 10 ans. Et ce qui biaise un peu l'étude, c'est qu'elle avait 91% de sexe masculin. Et les masculins, ils sont plus tentés par les substances illicites par rapport aux femmes. Et il faut critiquer pour dire que la plupart des patients étaient de faible niveau socio-économique et la plupart des patients étaient sans travail et sans couverture sociale, presque la moitié. Résultat, vous avez 80% d'utilisation de tabac. Dans cette population de diabète de type 1 jeune, 41% d'utilisation du cannabis et 33% d'utilisation de l'alcool. Ça veut dire le 1 tiers, un diabétique type 1 sur 3 qui a 30 ans en moyenne va utiliser de l'alcool. Et il va utiliser les 3 dans 1 sur 5. 1 sur 5, il va utiliser les 3, alcool, tabac, cannabis. Et il peut aussi utiliser d'autres substances. Donc pour dire que c'est un problème fréquent, et l'utilisation de substances dans la population diabétique, attention à cette tranche d'âge entre 15 et 17 ans, on va dire même les jeunes, les adolescents retardés, jusqu'à 30 ans, chez la population de diabète type 1. Pourquoi? Parce que la psychologie du diabétique type 1 a toujours été comme ça. Il sent que son corps est fragile et il veut réagir en excès pour montrer à ses amis qu'il peut faire des choses. Et malheureusement, ça donne un mauvais rebond et ça induit ces consommations de substances qui vont être majorées et sans oublier le contexte dépressif de la chose. Maintenant, on a vu sur le plan épidémiologique la consommation, les définitions. La question pure de ma présentation, je crois qu'elle est là. Quel est l'impact de ces substances sur la pathologie diabétique? Ça veut dire, est-ce que ça impacte le diabète, l'équilibre? À déséquilibrer. Très bien. On va commencer molécule par molécule, classe par classe. On commence toujours par la plus fréquente, le tabac. Qu'est-ce qui fait le tabac pour le diabète? Alors, s'il vous plaît, avant de passer au tabac, les substances d'abus peuvent retentir sur le diabète par plusieurs mécanismes. Ça, il faut le savoir. C'est à partir de ces mécanismes-là que vous allez pouvoir rechercher pour chaque molécule qu'est-ce qu'elle peut faire. Vous pouvez avoir une perte de contrôle habituelle. Il va manger ce qu'il veut. Donc, il va perdre les réflexes. Il peut oublier ses injections. Il n'a qu'un sous insuline. Donc, la diététique, le traitement. On peut avoir, à cause de la substance, une modification du métabolisme. D'accord? Une modification du métabolisme, par exemple, alcool et métabolisme hépatique. D'accord? Opioïdes et hypoglycémie ressentie. Est-ce qu'on aura cette sensation? Des stimulants, à savoir cocaïne et hypoglycémie. Parce que l'hypoglycémie, il va toujours être senti par des palpitations chez le patient, chose qui est donnée par la cocaïne, par exemple. Et on peut avoir des interactions avec les antidiabétiques. Et à la fin, toxicité surajoutée, majoration des complications, parfois. Le tabac, qu'est-ce qu'il fait? Il bouche des vaisseaux davantage. Alors le diabète, il est là. Le patient, les patients, quelle qu'elle soit leur maladie, on leur demande d'arrêter le tabac. On leur demande. Mais les diabétiques, on leur oblige d'arrêter le tabac. C'est le message que je fais passer dans mes visites. Je ne sais pas est-ce que j'ai tort ou pas.
Mais pour ça, quand j'explique aux patients, je lui dis c'est comme si vous êtes un plombier et vous avez des gros vaisseaux qui sont bouchés avec le diabète et des petits vaisseaux qui sont bouchés avec le tabac. وتخيل انت هاد لا بلومبري حل هذا المشكل كي غنديرو عندك الصغار مبوشين والكبار مبوشين كي غنديرو فين غيدوز الدم. Donc vous aurez des problèmes de plomberie à cause du diabète et qui vont être aggravés par le tabac. Donc concernant le tabac, on a déjà divulgué, il aggrave les complications macrovasculaires, pour dire en général. Ça veut dire la première complication en ce qui concerne la fréquence, c'est pas les IDM, c'est les artériopathies oblitérants des membres inférieurs. Et les femmes vont avoir plus d'artériopathie que les hommes quand elles fument. D'accord? Quand elles sont diabétiques et elles fument. Chérie, elles fument ou ça fume. Quoi d'autre? Donc, revenons à la physiologie. Au niveau métabolique, vous avez une augmentation de l'insuline résistance, c'est pour ça qu'on a plus de fréquence de diabète chez les tabagiques. Vous avez une augmentation, ça veut dire que vous aurez plus besoin d'insuline endogène, et automatiquement, ça va induire, si vous avez un pancréas qui est déjà fragile génétiquement, vous aurez un diabète. Et vous aurez aussi une accumulation de graisse au niveau viscéral, ce qui a été démontré avec le tabac. Et ce n'est pas à cause de la nicotine, attention. Ce n'est pas à cause de la nicotine, ce n'est pas la nicotine qui fait ça, c'est beaucoup plus les goudrons qui sont associés à la cigarette. En ce qui concerne les complications macrovasculaires, ça on le sait, le diabétique risque d'avoir 2 fois plus de maladies cardiovasculaires que le non-diabétique, déjà. Et quand il fume, vous avez 2 fois plus d'événements cardiovasculaires par rapport au non-fumeur, 2 fois ou 2,5 fois plus. En ce qui concerne les facteurs de risque, avec leur odd ratio, le tabac, il a un odd ratio de 2, alors que les lipides, ils ont le plus haut odd ratio, et c'était déclaré dans l'étude Interart, qui a été publiée en 2004, pour dire que d'abord, la dyslipidémie, les lipoprotéines, et après c'est le tabac. Le tabac était en 2e position, et après le diabète et les autres. Ça veut dire tabac, 2 à 2,5 fois plus d'événements cardiovasculaires. En ce qui concerne les complications microvasculaires, vous aurez tendance à être dispatché entre DT1 et DT2. Pour le DT2, vous aurez moins de rétinopathie quand vous fumez. Le patient va avoir moins de fréquence de rétinopathie, ça veut dire un effet protecteur du tabac sur la rétinopathie et un effet aggravant qui n'apparaît pas dans les méta-analyses, mais qui apparaît dans certaines études. C'est pour ça qu'on a mis un grand point d'interrogation, mais on sait très bien qu'il est néfaste pour le rein. En tout cas, pour augmenter l'albuminurie, on est sûr. Pour aggraver la fonction rénale, c'est incertain. Et pour la neuropathie diabétique, c'est neutre. Donc le tabac, il aggrave les complications microvasculaires à travers le rein, peut-être un effet protecteur sur la rétinopathie chez les patients diabétiques de type 2. Chez les DT1, c'est catastrophique. Ça augmente la rétinopathie, ça augmente la néphropathie. Et ça a un effet majoritaire sur la neuropathie, mais qui est mineur. Qui est mineur et qui n'est pas redondant, ça veut dire qu'il n'apparaît pas dans toutes les études. Mais vous voyez déjà les chiffres, vous avez un odd ratio 1, ça veut dire 26% plus de neuropathie diabétique chez le patient diabétique de type 1 fumeur. Donc le tabac aggrave le diabète sur tous les plans, macrovasculaire et microvasculaire. Et oubliez cet effet protecteur de la rétinopathie, c'était juste pour être statistiquement significatif. Et les auteurs sont partis pour dire que peut-être cette vasoconstriction contrebalance l'effet de la vasodilatation de l'hyperglycémie au niveau microvasculaire et qui va donner ces résultats au niveau de l'œil. Vous restez 1 minute. Il n'y a pas de souci, je vais essayer de faire vite. Alors, le tabac, on a fait le résumé, c'est bon. Ce qui est magnifique dans le tabac, c'est que c'est réversible. À chaque fois que vous arrêtez, donc c'est ce qui nous amène à proposer l'arrêt chez les patients, parce que à chaque fois que vous arrêtez, vous aurez plus de chances à arranger les choses, quitte à 15 ans, vous aurez même éliminé le risque de cancer. En ce qui concerne l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Alors sur le plan physiologique, l'alcool est caractérisé par des perturbations hépatiques qui sont connues, surtout avec ce risque d'hypoglycémie qu'il faut le souligner. Et on peut avoir aussi
le fait qu'il engendre en plus un diabète secondaire via la pancréatite chronique, qui est une complication très rencontrée dans les pays occidentaux. Et donc, vous aurez plusieurs perturbations métaboliques, mais retenez celle de l'hypoglycémie. Et quand on a essayé de revoir les études, on avait des résultats positifs chez les buveurs de quantité moyenne. Ça veut dire 2 à 5 verres, ça fait du bien pour le diabète. Alors, dans cette méta-analyse de 15 études prospectives, on a eu 20 pour les réduire à 15 sur une période de 12 ans. Résultat, on avait eu 11 000 diabétiques incidents pour dire que l'incidence de diabète est réduite avec la consommation modérée. Et quand vous dépassez 5 verres, l'incidence augmente. En ce qui concerne cette étude sur l'insulinorésistance et l'insulinsensibilité, il y avait une augmentation de l'insulinsensibilité chez les consommateurs mineurs et surtout chez les femmes par rapport aux hommes, qui étaient très manifestes. Et il faut dire aussi qu'il y avait une augmentation de l'insulinémie à jeun et sans effet sur la glycémie à jeun. Et finalement, avec la consommation modérée dans cette méta-analyse, trois études seulement qui ont étudié l'hémoglobine glyquée pour dire que les buveurs de petites quantités ont tendance à améliorer leur équilibre glycémique au long cours. Donc, tous ces données sont critiquables avec un biais de sélection clair. On ne peut pas les retenir, sauf que tous, ils partent dans le même sens. Et quand vous avez le même sens, même si vous avez des critiques sur l'étude, vous allez peut-être l'admettre pour dire que les résultats convergent vers une amélioration quand vous avez une petite quantité d'alcool. Et je ne vous invite pas à fumer pour éviter la rétinopathie, ni à boire pour améliorer l'hémoglobine glyquée. Il faut dire que ce qui est mauvais pour l'alcool, c'est qu'il altère, ce qui a été clairement démontré dans cette étude, il altère l'autosurveillance et l'autogestion de la maladie diabétique de manière claire. Ça veut dire qu'il ne va pas faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et ce qui est clairement démontré, c'est le risque hypoglycémique. L'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand il vient au niveau du foie, vous aurez la préférence à métaboliser l'alcool et oublier le glucose. C'est pour ça que vous aurez une inhibition de la néoglucogénèse. Et automatiquement, résultat, vous avez plus d'hypoglycémie chez les patients non diabétiques, et d'autant plus si votre patient prend de l'insuline ou des sulfamides. Est-ce qu'il aggrave les complications cardiovasculaires? À consommation mineure, il réduit la mortalité. À consommation majeure, il augmente la mortalité cardiovasculaire. Le cannabis, rapidement, c'est qu'il va rejoindre le tabac sur les complications macrovasculaires et il induit des symptômes de vasoconstriction qui vont mimer. Quand vous avez quelqu'un qui fume le cannabis, il va oublier les signes d'hypoglycémie, ils sont plus alarmants. Il faut toujours qu'il vérifie parce que le cannabis donne cette sensation d'hypoglycémie et parfois même cette sensation de bouche sèche va être mélangée avec les signes d'hyperglycémie. Ça veut dire qu'il perd ses signaux d'alarme. Et il peut aussi provoquer des problèmes de concentration il risque d'oublier ses doses ou d'injecter des doses qui ne sont pas les siennes. Donc, dans cette méta-analyse, on a essayé de revoir l'effet du cannabis pour prendre à la fin les résultats et dire que la consommation augmente l'admission aux urgences pour des DAC et elle augmente les complications AOMI, IDM et les paramètres rénaux. Donc, surtout l'augmentation des déséquilibre et cétose, et les diabétiques ne sont pas surexposés au cannabis. Cocaïne, pareil, vous avez une molécule très stimulante qui va augmenter la pression artérielle, qui va augmenter le rythme cardiaque, donc mimer l'hypoglycémie, et qui va avoir une majoration. C'est la cocaéthylène, c'est en fait une majoration de l'effet métabolique de cette molécule, la cocaïne, en présence de l'alcool. Et généralement, les consommateurs, ils ont tendance à prendre les deux pour avoir une dose minimale efficace de la cocaïne, parce qu'elle est plus chère. Et quand on a essayé de voir sur cette étude groupe témoin, ça veut dire cas témoins, 950 patients, on n'a pas trouvé de relation. Il n'y a pas de différence entre les patients sur des dosages urinaires. Les patients qui sont exposés à la cocaïne
n'ont pas d'augmentation d'admission aux urgences pour hyperglycémie ou la pour cétose. L'héroïne et les opiacés que les patients utilisent tous, codéine et autres que vous utilisez tous en consultation pour traiter les neuropathies et les douleurs du patient diabétique, ils ont une sensation, ils vont donner des sensations évoquant l'hyperglycémie et en même temps, ils vont avoir cette suppression de l'anxiété qui va peut-être parfois plonger vers les excès et plonger le patient vers le coma. Il ne va pas sentir les hyperglycémies. Il ne va pas checker parce qu'il est out et automatiquement il va faire un coma diabétique de manière rapide et de manière non consciente. Et à la fin, comment je prends en charge? Comment je prends en charge mon patient? Je dois détecter les troubles, surtout DT1, âge moins de 30 ans. Je dois détecter ces troubles et je vous recommande de les sensibiliser. C'est pas ça. Notre rôle est loin de là. Notre rôle, c'est pouvoir détecter le patient se situe où. Quand il est en déni et indécision, je dois traiter ce déni en lui procurant des éléments forts d'analyse pour qu'il passe vers le côté intentionnel où il va poser des questions. Quand il commence à poser des questions, vous devez être en mesure de faire passer votre patient vers la préparation. Et il doit analyser ses résultats. Après, c'est le passage à l'action et la décision. C'est clair qu'il faut qu'il arrête, c'est clair qu'il a des éléments forts. Maintenant, il est dans la décision, vous l'aidez à prendre la décision et assumer. Et ce n'est pas fini, quand il prend la décision, il a dit qu'il a arrêté, il faut qu'il s'abstienne pendant longtemps. Et surtout dans cette période, il ne faut pas qu'il reste seul. Il faut qu'il soit toujours accompagné, surtout avec les substances illicites. Ou le tabac, ou l'alcool, il faut qu'il se dispute avec ses anciens amis, les amis de la matière. Et après, c'est la guérison pendant longtemps qu'il faut la maintenir parce que le risque de rechute n'égale pas à 0. Et je vous remercie pour votre attention. Et je suis désolé d'avoir dépassé le temps parce que la thématique était pertinente. On vous remercie, professeur Al-Gendouz, pour cette présentation. On aimerait bien que ça se prolonge parce que c'est l'actualité. Et par manque de temps, on laisse 2 questions à la salle. Vous avez besoin d'un micro? Je peux prêter le mien. Merci, professeur Gendouz, pour... Oui, je suis là. Merci, professeur Gendouz, pour la présentation. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'a toujours impressionné et je me cherchais un petit peu dans la maladie diabétique, ce côté psychologique. C'est le côté psychologique du patient. On se concentre sur les ADO, on se concentre sur l'insuline, on se concentre sur la prévention des complications dégénératives. Mais il y a un côté qui s'appelle peut-être dépression. Si vous me permettez, si vous voulez l'expression. Est-ce qu'à travers cette dépression, ce syndrome dépressif, notre malade ne risque pas de tomber dans toute cette panoplie de problèmes psychosociaux et aussi métaboliques, physiques, des problèmes de santé, et que peut-être il aurait fallu de prendre en charge un petit peu ce problème psychologique pour pouvoir un petit peu ne pas tomber dans ces erreurs. Merci. Pour vous répondre, c'est bon. C'est bon, parce qu'il y aurait d'autres questions. Vous passez le micro à un autre. Alors, juste pour vous répondre, c'est à travers ce que vous dites qu'on a pensé que les diabétiques sont plus surexposés. Résultat, dans les études, ils ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un va-et-vient. Il y a cette tendance dépressive en présence d'une maladie chronique, mais qui est contrebalancée avec cette sensation de corps fragilisé et de peur de complications. Ce qui va faire un équilibre pour garder les patients. Normalement, il a déjà un problème, il ne va pas ajouter un autre problème. Normalement, on doit avoir moins de fréquence d'utilisation chez les patients diabétiques. Alors que dans toutes les études, il y avait le même taux d'utilisation. Ça veut dire qu'il y a, comme vous avez dit, une tendance dépressive
qui pousse les gens, et surtout, la dépression qui me gêne, s'il vous plaît, traitez la neuropathie douloureuse. Traitez la neuropathie douloureuse, parce que le patient va chercher comment la traiter. S'il prend un joint, il va être calmé. Et il va dormir avec. Allah yakhlikum. Vous avez des médicaments qui sont remboursés. Le joint n'est pas remboursé. Donc, le problème, c'est qu'on ne la cherche pas. C'est un problème traumatologique ou un problème podologique qui n'a rien à voir avec le diabétologue. C'est pour ça qu'il ne va pas vous dire. Donc, questionnez les patients. On a la première question qui est الناس. الناس مزيان. لا دكتور والله إلا الكشة كتديرونجيني في الحجلية ما كتخلي. Là, je pose le diagnostic et je passe à la thérapeutique. Ne traitez pas par des antalgiques mineurs, ça ne fait rien. Ne traitez pas par la codéine, ça ne fait rien. Sauf si vous avez un EVA moins de 3. Dans ce cas-là, vous avez le droit parce qu'il y a un doute sur l'origine neurologique de la douleur. Mais traiter, ça fait diminuer la dépression et ça fait diminuer cette pensée à passer aux substances illicites. Merci, monsieur le professeur. Alors, s'il vous plaît, du moment qu'on a été en train d'attendre d'appliquer les lois, textes de loi, pour ne pas fumer dans les lieux publics, malheureusement, on voit la régularisation de la culture, de la vente, de la commercialisation du cannabis. Vu ce que vous avez bien dit, diabète et tous ces produits, demain, peut-être qu'on va voir chez nous au Maroc que la cocaïne sera vendue dans des kiosques ou je ne sais pas quoi. Donc il est temps pour les médecins de se mobiliser comme bien il faut, parce qu'on a fait une grande erreur le moment où le vote a été pour le cannabis. Les médecins n'ont rien fait malheureusement. Merci. Vous avez posé une question pertinente à l'échelle publique qui relève de beaucoup de questions. Peut-être que je vais vous contredire. Pour moi, l'utilisation déjà, le fait qu'elle passe vers une réglementation, c'est déjà pas mal. Parce que, comme les statistiques, il n'y a pas de vente légale. Le problème des ventes illégales, c'est quoi? C'est la molécule qui est vendue, qui est إلا دخلتي للانترنت داك الشيء اللي كاين في الانترنت هو اللي عندك في الريجي طابا. Le problème c'est que ملي كياخذ ديك العجينه شنو فيها on sait pas. Alors dans la réglementation on saura au moins ce qui est dedans pour avoir poussé les patients à arrêter وحتى نكونوا عارفين شنو كاين parce que c'est un mélange هما كيزيدوا des substances chimiques pour avoir cette super effet et qui est très néfaste pour les neurones et ça donne l'atrophie. Donc pour vous dire que je suis d'accord avec vous. Le fait d'accepter est un pas en arrière. Mais je crois que accepter pour régulariser la chose, c'est une bonne chose parce que de manière clandestine, بحال قلتي l'alcool كيحبس مع 20h, mais après 20h ما عرفتش علاش كيحبسوا بعدا مع 20h, mais après la vente clandestine كتبقى حتى 2 الصباح. Mais le fait de réglementer, بعدا au moins القلاعي حنا عارفين شنو فيهم. هذا فيه telle dose, l'autre fait telle dose, mais ça ne c'est pas bien pour les adolescents parce que هما اللي الحلقات ضعيفه في هذا الشيء كامل, c'est les adolescents parce que adulte راك عارف انت le danger. هو اللي il mesure pas bien, c'est la pièce très faible اللي عندنا حنايا. C'est pour ça que j'ai insisté à faire des dépistages dans cette tranche d'âge et je suis d'accord avec vous que sur le plan médiatique on n'est même pas dans la prévention du diabète sur les médias. Et encore plus pour le cannabis, personne ne parle que c'est une substance dure et c'est une substance grave. Personne ne le dit sur les médias. Et je crois que les médias doivent être présents dans ce sens. Et merci pour votre question.